bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus à cette session consacrée aux nouveautés de SSIS et SSRS dans la version 2016. C'est une session qui a été préparée en se basant sur la CTP 3.0 de SQL Server 2016. Donc, comme vous êtes bien gentil, on vous a rajouté une slide à la fin pour parler des nouveautés 3.1. Et vous verrez qu'il y aura... Breaking news. Comment ? Mais pas grand-chose. Exactement. Donc, c'est une session que j'aurai le plaisir de co-animer avec mon co-speaker Frédéric Brossard. Non, moi, Ismaël, c'est Julien Pierre, moi. Je me disais aussi que tu ne ressemblais pas trop. D'accord. Qu'est-ce que tu viens faire là, monsieur ? J'ai vu de la lumière, je suis rentré. D'accord. À part faire des vannes pourries, qu'est-ce que tu viens faire ici ? En fait, je suis venu parler des SSIS et des SSRS sur SQL Server 2016. Sur toutes les nouveautés. Ça tombe bien. Je crois qu'il y a quelque chose à dire. Il y a quelques petits trucs à dire. On verra bien. Et sinon, on va parler de quoi dans le détail ? On va le voir justement. C'est l'objectif de la session. Ouais. D'ailleurs, ça serait bien de remercier un petit peu les sponsors, parce que sans qui, grâce à eux, on ne serait pas là aujourd'hui. C'est vrai. Donc, il faut les remercier. Merci encore. Ça fait quelques années que le GUS organise ça et que les JSS existent, et c'est surtout grâce aux sponsors, et je pense qu'il faut le faire. Ça serait bien aussi de se présenter un petit peu après, Ismaël, parce que... écoute, avec plaisir. Je te laisse le soin de me présenter. Je vous présente Ismaël Benlamine. Ouais. Il est consultant senior BI, il est expert BI même, il connaît bien SSIS, SSRS, SQL Server et toute la partie moteur, et notamment la partie cube aussi. Il est formateur Microsoft et il a l'occasion d'exercer notamment des cours, il donne des cours à la Dauphine, en Miage. Voilà un petit peu pour faire le tour d'Ismaël, je pense que ça va. Merci. Tu as oublié juste la partie Twitter. Ah oui, il ne faut pas oublier de tweeter, parce que c'est un Twitter énorme. D'ailleurs, on l'a vu ce matin. Un tweetos. Donc je suis plus présent sur Twitter que sur mon blog, parce que je n'ai pas vraiment beaucoup de temps. Donc vous pouvez me suivre sur ce compte-là qui est affiché à l'écran. Sinon, pour présenter mon acolyte Julien Pierre, comment le décrire ? C'est un grand sportif avant tout. Il est à ses heures perdues aussi consultant décisionnel chez MC Next. Oui. Il est formateur également, multi-certifié. Mais surtout, c'est un gars qui est éclectique, donc vous pouvez lui parler de l'administration de bases de données, de Azure, de BI, il saura vous répondre. Donc c'est un bon petit gars. Tant que faire se peut. Vas-y. Tant que faire se peut. Ouais. On fait tous les deux partie d'une boîte qui s'appelle MCNext, c'est une SS2I qui est un pure player Microsoft, multi-certifié Gold Partner. On a un multipôle aussi, donc on a de la BI forcément, du CRM, du SharePoint, du .NET, du BizTalk. Et j'en passe et des meilleurs. L'Office 365 aussi, qui va arriver bientôt. Donc voilà, n'hésitez pas à venir nous voir si vous êtes intéressés. Donc, pourquoi cette session ? La question existentielle du jour. Pourquoi cette session ? Tu peux continuer même. Vas-y. Parce que depuis quelques années, on s'est aperçu que toute la partie BI, notamment, était centrée sur Excel et sur Azure, et que les évolutions tardaient à arriver, des évolutions sur la partie SQL, moteur, SSIS, SSRS. Il y avait un focus sur Excel, effectivement. Tardait un petit peu à arriver, donc on avait un gros focus sur Excel et toute la partie cloud qui était mis en avant, et la partie SSIS et SSRS était un petit peu en retard, enfin mettait du temps à avancer. Du coup, sur l'arrivée de SQL 2016, on a des nouveautés qui arrivent sur la stack BI, qu'on va essayer de vous présenter aujourd'hui, et qui portent surtout sur la partie SSIS et SSRS. SSIS, pour revenir un petit peu aux besoins, c'est l'ETL, SQL Server. C'est celui qui permet d'intégrer les données. Aujourd'hui, on va avoir de nouvelles couches, notamment la couche qui va permettre de se connecter à Big Data, qui est très intéressante. Et on a SSRS, qui est toute la partie reporting, qui a connu des améliorations et que l'on va voir maintenant aussi. Je te remercie, mon petit Julien. Donc, passons aux choses sérieuses. Donc, nouveauté SSIS 2016. Dans toutes les slides qui vont être présentées, nous avons fait une sélection des nouveautés qu'ils ont sorties depuis la CTP 2 jusqu'à la 3. On a fait une sélection, pas tout montrer parce qu'on n'avait pas assez de temps non plus. Donc voilà. Première nouveauté qui me semble vachement intéressante, si les slides passent, voilà. Donc c'est ce qu'on appelle le template de flux de contrôle. Alors, l'intérêt c'est quoi ? C'est en tant que consultant, on va avoir besoin ou recours à une tâche répétitive qu'on va utiliser dans plusieurs packages, plusieurs solutions, etc. Donc, pour faire ça, typiquement pour faire un transfert de fichiers, pour faire un vidage de table, je ne sais pas encore, insertion dans une table d'audit, on pouvait utiliser d'autres moyens, d'autres recours. Là, l'intérêt, c'est de simplifier tout ça.
en passant par ce qu'on appelle un template de control flow. Donc typiquement, comment ça va se présenter? Vous allez avoir dorénavant dans votre solution SSIS un nouveau dossier qui s'appelle control flow template, qui va nous permettre d'ajouter ou de créer un nouveau control flow template. Sur ce control flow template, on va mettre la tâche répétitive. Pourquoi je dis la tâche? Parce que comme vous allez le voir dans les points négatifs, c'est que le template est limité pour le moment à une seule tâche ou un seul conteneur. Donc du coup, si vous voulez mettre 2 tâches, il faut rajouter un conteneur qui contient les 2 tâches. On le verra après par la suite dans la démo pour comprendre ce que ça veut dire un petit peu tout ça. Donc ce template de flux de contrôle se présente avec la nouvelle extension DTXT. Donc DTSX, c'est le fameux package SSIS classique. On va lui rajouter un T comme template. Voilà, bravo. Ah, j'ai suivi. Bravo, bravo, bravo. Donc le DTXT, c'est la nouvelle extension du fichier. Et vous allez voir que le package qui utilise le template va avoir lui aussi une partie designer qui va s'afficher. On le verra par la suite. Donc une fois qu'on a créé le template, on va le retrouver dans la toolbox control flow. Avec un T. Pas encore. Donc le template 1, donc c'est le nom du template. Et justement, en faisant un glisser-déposer, vous allez voir le composant qui va s'afficher avec un T au-dessus à droite, qui va dire que c'est un template. Donc ça, c'est une nouveauté qui est intéressante qu'on va présenter dans la démo par la suite. Autre nouveauté intéressante, c'est le fameux support d'Excel 2013. Jusqu'à présent, on avait le support de Excel sur du XLS, ça marchait plus ou moins bien. On passait souvent par du CSV pour éviter les petits soucis qu'on pouvait avoir. Là, on passe à du Excel 2013, comme vous voyez dans la liste déroulante. Et pour l'avoir testé, il y a une nette amélioration. Il y a de la rapidité, la configuration elle est simple. Juste un tout petit point, je ne sais pas si c'est parce que c'est la CTP ou parce que c'est ma VM qui est mal configurée. J'ai dû installer Microsoft Access Runtime 2013 pour pouvoir utiliser Excel 2013. Et j'ai dû, lorsque j'exécute le package, changer le runtime en 32 bits au lieu de 64 dans SSIS. Ça, c'est les 2 modifications que j'ai dû réaliser pour que ça puisse passer. Autre nouveauté, même si ce n'est pas une nouveauté parce que le composant existait, maintenant on a une intégration en natif d'une transformation qui s'appelle Balance Data Distributor. C'est un composant, c'est une transformation qu'on va utiliser lorsqu'on a un amas de flux de données dans la source, donc une forte volumétrie, qu'on veut insérer dans une table. Et donc on a la méthode classique, donc la source vers la cible. On a aussi la possibilité de passer par Balance Data Distributor pour distribuer les flux en entrée à travers plusieurs sorties, plusieurs threads de sortie. Cela permet d'optimiser la performance globale. Donc ça va être rapide sur ton PC, là, du coup, si tu nous fais une démo. Ça va être rapide sur mon PC, certes, même si lorsque j'ai fait les tests, j'ai eu un petit gain, mais qui n'est pas substantiel. Et je suppose que dans un environnement réel, pas sur une VM, dans un vrai serveur avec de vraies volumétries de données, on verra le gain. Parce que là, je suis à peut-être 10 à 15 secondes. Ça dépend de la physique derrière. Il faut avoir une vraie machine avec différents cœurs et différents disques séparés et quelque chose qui va pouvoir permettre de dissocier réellement les données. Voilà. Donc on peut passer directement à la démo. Voilà. Première démo, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, on va passer sur SSIS. Donc la fameuse solution SSIS avec le dossier qui s'affiche Control Flow Templates. Dans ce Control Flow Templates, quand on fait New, il nous crée automatiquement un fichier de TXT. Sur ce template, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un cas peut-être classique pour vous. Je vais avoir une table de travail à vider à chaque fois, plus un fichier Excel qui va contenir l'ensemble des nouveautés SSIS et SSRS 2016 sur 2 onglets dans un fichier Excel 2013. 2 onglets SSIS et SSRS, c'est exactement la même structure de table. Et donc l'idée, c'est de vider les 2 tables en destination qui s'appellent SSIS News et SSRS News. C'est les tables de travail qui vont contenir ces nouveautés. Et par la suite, de les insérer. Et tout ça en un minimum de temps et en ne faisant pas la procédure classique, à savoir copier-coller, etc. Donc je repasse sur ma solution. Je suis sur mon template. J'ai besoin, donc, comme j'ai dit, d'une tâche SQL. Et j'ai besoin d'un Dataflow Task. Je vais y arriver. Alors, je vais me connecter rapidement à ma source. Donc je l'ai ici
Nickel, OK. Et je vais mettre un petit truncate. Voilà. Rien de plus simple. Sur Dataflow Task, je vais utiliser l'assistant source en passant par Excel. Je vais faire d'une pierre deux coups. Donc, je vais présenter aussi la nouvelle source Excel. Donc, remarquez l'ajout de Excel 2013 tout en bas. Donc là, je vais browser vers mon fichier que je vous ai montré tout à l'heure, que je vais fermer. Je vais browser vers mon fichier qui est juste là. Donc, il le détecte en 2007-2010, mais je vais le mettre en 2013. OK. Et je vais mettre une destination. Je n'ai pas choisi le package le plus complexe, vu que c'est une démo. Donc, la destination, je vais lui dire, c'est vrai, j'ai oublié de paramétrer ma source. Tac, SSIS, colonne. Et quand vous revenez ici, vous avez un preview du fichier qu'on avait tout à l'heure. Donc, j'ai configuré ma source. Il me reste ma destination qui existe, SSIS News. Le mapping a été fait. Voilà. Donc, source cible, pas de transformation pour le moment. Donc, voilà. Là, j'ai fini mon template. Je n'ai pas encore fini mon template parce que je veux montrer un autre truc qu'on va pouvoir utiliser par la suite. Je vais créer deux variables. Je vais appeler la première variable nom de l'onglet et la deuxième variable, ça sera table name. Je vais les passer en string. Tac. Et tac. Valeur par défaut, sur le premier, je vais mettre le SSIS. Et deuxième, pour la table, ça sera SSIS News. Je crois que tu as mis un S en trop sur la Comment ? première valeur. Sur la première valeur, tu as mis un S en trop. Ouais, c'est voulu, c'est pas une erreur. Donc là, je vais passer en table name. Non, c'est même pas ça. Je vais passer par la variable, effectivement. Donc je fais mon preview, ça va passer. Colonne, rien n'a changé. Idem pour la destination, je vais passer par la vue. Je ne sais pas si ça existait avant, mais maintenant il y a un fast load sur la variable. Donc si c'est une nouveauté, tant mieux. La table name, voilà. Donc là, j'ai fini mon template. L'idée, est-ce que je peux sauvegarder? Il va m'afficher une erreur. Pourquoi? Comme je vous ai dit tout à l'heure, il n'accepte pas d'avoir deux composants dans le template. Première idée, on peut faire un groupe, donc regrouper, sauvegarder, il ne va pas accepter. Donc l'idée, c'est de mettre un conteneur, à ne pas oublier, si vous avez plus d'une tâche, vous mettez un conteneur. Tac, j'enlève mon groupe. Il sauvegarde que ce qui est dans le conteneur. Comment? Il sauvegarde que ce qui est dans le conteneur. Voilà, là quand je sauvegarde, il aime un peu mieux. Donc template 3, ça ne parle pas trop. Donc je vais l'appeler JSS, démo. Je sauvegarde, je passe sur un package, je vais créer un nouveau package. Sur mon nouveau package, remarquez qu'il y a le JSS démo qui s'affiche automatiquement. Donc quand je glisse et dépose, remarquez que le package 4, il va avoir un DTX Designer qui s'est affiché. Donc, il m'importe le JSS démo, donc glisser, déposer. Je sais que par définition, il va contenir un SSIS name. Vous allez voir que c'est une image, hein, je ne peux rien faire. Le seul truc que je peux faire, c'est faire clic droit, Edit. Et là, on va atterrir sur une interface. Peut-être que ça va être un tout petit peu amélioré parce que ce n'est pas très user-friendly. Mais il y a ce qu'il faut. Donc là, on va avoir un onglet Connection Manager avec la liste des connexions que j'ai utilisées. Donc mon Data Warehouse plus mon fichier Excel. Et je vais avoir mes propriétés sur les deux composants qu'on a affichés. Donc, sur la propriété SQL, remarquez qu'il affiche SSIS News. Sur mes variables que j'ai utilisées tout à l'heure, donc je vais avoir... Ouais. Je ne les ai pas créées au bon endroit pour les variables. Donc
donc, il va m'afficher la sheet name correctement, donc SSIS, seule la valeur suffit. Et le nom de la table, idem pour les valeurs. OK? OK. Merci Julien, tu suis, c'est bien. Toujours donc là. je reviens sur mes variables, sinon ça ne va pas marcher, et ça ne sera pas cool. Donc je viens ici. Voilà. Tac. Où est-ce que je les ai créés? C'est là. Ici. Tu les avais mis en... Le scope n'était pas bon. Comment? Non, rien. Ouais, mais il faudrait que je change le scope. Je vais le mettre ici, ouais, ça peut le faire. Il faut que tu le mettes plus haut, ouais, voilà. Sequence container. Et l'autre, j'aurais pas dû la supprimer. Je suis ici, je reviens sur ma variable. Bon. Donc, sheet name. Et je vais avoir la table name. Tu fais ça parce que tu as pour objectif en fait, de faire SSIS et CSRS en même temps. Comment? Sans avoir à t'embêter. Comment? J'ai pas suivi. Tes variables sont là pour éviter de t'embêter de faire SSIS et CSRS en même temps. Voilà, ouais. Donc là, je vais mettre... tac, tac. Donc là, c'est bon. Là, c'est bon. Autre point que je n'ai pas signalé tout à l'heure, c'est qu'on ne peut pas exécuter dans un template. Hein. Forcément, c'est un template, ça n'a pas pour vocation d'être exécuté. Donc si vous passez en F5, il va vous dire « je ne peux rien faire pour vous ». Là, qu'est-ce qu'il m'affiche? J'ai fait des modifs au niveau de mon template. Imaginez que ce template, je l'ai utilisé sur pas mal de packages. Au lieu de remplacer et modifier sur chacun des packages, il détecte automatiquement et le dispatch sur tous les packages impactés. Donc là, il me dit ton template a changé, est-ce que tu veux que je le recharge avec la nouvelle version? Là, je vais lui dire oui. Donc c'est ce qu'il fait. Donc là, c'est du SSIS. Le seul truc que je peux modifier ici au niveau du package, c'est que je peux renommer. Donc là, je vais dire que c'est SSIS. Et je vais faire un deuxième drag and drop pour dire que c'est du SSRS. Bravo Julien, tu suis encore une fois. Ah, tu sais, après manger, la digestion... Ouais, c'est vrai. Bon, qu'est-ce que tu fais toi? Voilà, tac, tac. Je n'ai pas paramétré mon deuxième composant. Donc je repasse sur mes variables. Je lui dis que la sheet name dans le deuxième cas, ça sera SSRS et non plus SSIS. Ça c'est fait. Et sur la table, je vais lui dire ça sera SSRS News. Est-ce que ça suffit, Julien? Normalement, ça devrait bien marcher là. Même pas, ça ne va pas marcher. Pourquoi? Parce que tu n'as pas mis à jour ton execute SQL. Oui, là, sinon, il va te truncater ton SSIS News. Voilà. Ah, oui. Tu ne suivais pas, monsieur. Tu ne suivais pas. Je me suis fait avoir. Ouais. Donc ici, j'agrandis parce que c'est pas cool sinon. Là, on va mettre SSRS News. Donc le nouveau, c'est SSIS. Le deuxième, c'est SSRS. Quand j'exécute, ça va planter. Pourquoi ça va planter? 32 bits. Voilà. Merci, Julien. Comme quoi, je suivais quand même encore un peu. Tu sers à quelque chose, c'est vrai. Donc je viens ici. Donc là, dans les propriétés de package, en runtime 64 bits, il faut dire false. Et là, par contre, ça devrait marcher. Donc voilà. Donc quand je repasse sur mes SSRS News, c'est bon. Et quand je passe sur mes SSIS News, c'est bon. Donc vous voyez qu'avec un simple copier-coller, modulant bien sûr la création d'un template de package, ça devrait passer plus rapidement que si on le faisait selon l'ancienne méthode. Et puis en plus, on a vu les nouveautés sur Excel qui étaient très attendues. Tout à fait. Parce tout à fait. Excel 2013 de support. On a beaucoup travaillé souvent sur Excel avec le connecteur SSIS et il était un petit peu en retard par rapport à certains connecteurs de concurrents. Tout à fait. Moi, personnellement, je passais par du CSV, mais ça ne m'engage que moi. Voilà. Alors que maintenant, on peut vraiment travailler avec. Très honnêtement, je n'ai pas trouvé de soucis sur le connecteur, la nouvelle génération du connecteur. Il n'y a pas de souci. Donc voilà, là, on pourra repartir sur les nouveautés Azure. Azure. Je vais prendre Bien sûr, monsieur. La petite zapette. Donc, la nouveauté Azure, je pense que vous connaissez un petit peu Azure ici. La grosse nouveauté, c'est l'arrivée de Big Data. En fait, maintenant, on va pouvoir stocker, on va pouvoir accéder à des blobs, des conteneurs de blobs,
depuis les packages SSIS. Il faut pour ça avoir le Azure Feature Packs pour avoir les connecteurs nécessaires sur SSIS et on va se connecter beaucoup plus facilement. Mais on a aussi une autre nouveauté, c'est que depuis SSIS, depuis la version SQL Server 2016, dans la CTP3, on peut se connecter aussi à des connecteurs Hadoop et des fichiers HDFS pour pouvoir faire des requêtes directement, monter en fait, utiliser SSIS comme un ordonnanceur pour pouvoir se connecter sur une plateforme Hadoop, aller chercher les données sur cette plateforme, travailler ces données, les mettre en forme, les récolter directement depuis SSIS. On va l'utiliser comme un ordonnanceur et c'est très très bien. Et l'autre nouveauté qu'on a dans le Azure Feature Pack, c'est qu'on peut le faire directement sur tous les connecteurs Microsoft, notamment HD Insights, où on va par exemple pouvoir créer un cluster, travailler à partir de ce cluster, faire des recherches sur Internet par exemple, travailler ces recherches, les mettre en forme, et ensuite les intégrer dans une partie BI pour pouvoir le faire. Et on va pouvoir aussi stocker les données sur un blob Azure qui coûte beaucoup moins cher en maintenance qu'en local, et pouvoir mettre à disposition des interfaces, ce que je vais montrer dans la démo. Tu peux juste rappeler le blob? Le blob, c'est un conteneur, c'est un stockage. C'est un stockage qui est disponible sur Azure, qui permet d'avoir des données qu'on met à disposition, des fichiers, des choses comme ça. Très bien, parfait. Passons à la démo Azure alors. On va essayer de faire une démo sur Azure. Ouais. Hop, je vais me connecter à mon projet. Il est ici. Paquet JSS. Alors je vais mettre dans le cas d'une entreprise qui a un siège social et puis des magasins. Là, on va être le magasin et on va uploader les clients sur notre blob Azure qu'on va mettre à disposition. Le siège, après, va récupérer ces données, va faire le mapping avec ce qu'il a lui au siège, va faire le mapping, on va faire un lookup, une opération de lookup, pour vérifier ce qui correspond ou pas aux données qu'a le siège et mettre à jour les différentes données. Donc là, tu es connecté sur Azure? Là, je suis connecté sur Azure. Là, je suis connecté sur Azure. J'ai créé un blob sur Azure dans lequel j'ai un conteneur qui est vide normalement. Voilà. C'est le principe, oui. C'est le principe. Vous connaissez un petit peu Azure, la plateforme, voilà, on y est. Derrière, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me connecter. Donc là, je vais avoir une Dataflow Task qui va me récupérer les produits et les clients qui sont dans mon magasin. Derrière, je vais les importer sur Azure. Je vais me connecter à Azure et je vais les importer. Donc ça, c'est un nouveau composant que tu utilises depuis… C'est un nouveau composant, oui, tout à fait, qui est arrivé sur SSIS depuis SQL Server 2016. Très bien. Tout à fait. Derrière, je vais supprimer les fichiers que j'ai en local. J'en ai plus besoin, je les ai mis sur le blob, c'est fait pour stocker. Tu peux garder une copie, mais… Éventuellement, on le refera après. Si tu veux. Voilà, on les fera revenir. Si tu veux. Et puis après, on travaillera dessus. Ok, si vous voulez, on va même essayer. Je vais lancer et puis on va regarder un petit peu comment ça fonctionne. Donc derrière, juste, je vais revenir là. J'ai créé une connexion sur Azure. C'est très facile de faire cette connexion. Je suis allé ici. Elle n'est pas là. Elle est ici. J'ai utilisé cette connexion qui est là. Et sur Azure, en fait, je me suis rendu ici sur la plateforme. Que ce soit un petit peu plus rapide. Ça dépend de la connexion Internet, tout à fait. C'est pas moi. Ouais. On va dire ça comme ça. Pour une fois, c'est pas moi. Et ici, en fait, j'ai un petit logo Manage Access Key tout en bas sur lequel j'ai récupéré les différentes informations qui me permettent de me connecter sur ma plateforme Azure et sur lequel j'ai créé mon conteneur qui va permettre de stocker les différentes données. Voilà. Donc là, derrière, on va lancer ce conteneur. Juste pour information, pourquoi la dernière tâche, elle est disabled là? Parce que qui va réinjecter après. Là, en fait, ce qu'on va faire, c'est que je vais regarder en direct dans mon fichier. Normalement, hop, j'ai un truc data. C'est dans démo, j'ai dit ça. Ouais, j'ai oublié de… Non, c'est à l'intérieur, vas-y. Hop,
Voilà. Et là, voilà, j'ai le data. Donc là, on n'a plus rien en fait. Mais ce qui s'est passé, c'est Avant, il y avait des fichiers. pendant que je l'explique, voilà. Là, je vais exécuter cette tâche-là, on va la voir, et on va avoir les données qui vont arriver depuis le blob. Là, on va se connecter sur le blob, on va voir normalement, j'ai des données qui sont arrivées dans mon conteneur. On va aller les vérifier. Voilà, j'ai deux fichiers qui sont arrivés. C'est les 2 fichiers que j'ai produits qui sont arrivés. Pour les produire, en fait, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé la tâche qui permet d'uploader ces fichiers qui étaient dans ce répertoire. Et derrière, je les ai supprimés. J'ai fait une tâche qui permettait de les supprimer. Là, si on vérifie bien, ils ne sont plus là. On va réactiver cette tâche. Maintenant, on va voir si on peut les récupérer via la nouvelle tâche SSIS. D'accord. Donc, on va mettre en enable, tout à fait. Voilà. Et puis, je vais réaliser que cette tâche-là. Hop. On y est, il est en cours d'exécution. Ouais. Là, on va vérifier ici. Voilà. On voit que les fichiers arrivent. Ils sont en train d'arriver. Ouais, parce que la taille, 0 kilobits. Ouais. Voilà. Là, on a le premier fichier, on a le deuxième fichier. Tout est arrivé. Parfait. Donc, on voit bien que ces tâches-là fonctionnent très bien. Ouais. Derrière, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de faire une opération de lookup, mais à distance. C'est-à-dire qu'on va laisser les données sur Azure. On va le faire depuis Azure. Donc, je vais faire une Dataflow task qui va permettre de vérifier les données qu'on a, si les données du magasin correspondent avec les données du siège. Donc on a créé cette Dataflow task, on a un blob sur Azure, on s'y connecte. Donc j'ai créé un conteneur qui s'appelle JSS. Je vais chercher mon customer.csv. Il aurait pu s'appeler autrement. Là, j'ai mis un .csv. Je sais que les séparateurs d'origine sont en pipe. Il va se connecter, il va parser le fichier, il va voir si si le fichier est correct. D'accord. Donc là, il faut le temps qu'il se connecte, qu'il aille vérifier si ça correspond. Donc là, il est en train de se connecter à Azure. Il se connecte à Azure, oui, en direct. Et le truc du blob name, donc du coup, on pourrait avoir éventuellement imaginé une liste déroulante avec la liste des fichiers qu'on a. Tout à fait. Là, tu les tapes à la main, après on n'est pas à l'abri d'une faute d'orthographe, un truc comme ça. Tout à fait. C'est possible de le faire. Là, c'est pour la démo, pour que les gens puissent comprendre. Ouais. Voilà, ils comprennent. Donc voilà, là, il a bien été se connecter, il a parsé, il a regardé les métadatas qu'il y avait sur le fichier. D'accord. Et il nous les renvoie. Parfait. On les a. Derrière, je vais faire une petite opération très basique qui consiste à faire un lookup quand la machine me rendra la main. Parce qu'il est en train de valider en bas à gauche là. Voilà, là c'est bon. Voilà, là je vais faire un lookup. Et derrière, je vais faire 2 sorties sur Azure. Donc là, je vais lui dire qu'on va rediriger les lignes qui ne matchent pas. Derrière, j'avais prévu une petite requête. Hop. Qui est ici, qui permet d'aller vérifier les données. Hop. On se connecte. Hop. J'ai prévu ma petite requête. Derrière, je vais faire une mise à jour par rapport au Customer Label. Et je vais rajouter le Customer Key. Hop. Et derrière, je vais mettre une destination sur Azure. Hop. Je vais lui dire que les lignes qui matchent, on va les mettre dans le conteneur JSS avec comme nom update.csv avec toujours le même séparateur. On réalise un mapping, comme on pouvait le faire en fait sur un fichier en local, ce qu'on faisait exactement avant. Là, on le fait depuis Azure. Et je vais créer une autre destination où je vais mettre les lignes en erreur, les lignes qui n'ont pas matché. Toujours sur Azure. Toujours sur Azure. Et là, on va exécuter la tâche. Alors, ce qu'on aurait pu faire aussi, qui aurait été très bien, mais là, pour la démo, c'était un petit peu compliqué à mettre en place, c'était de créer un cluster, d'aller chercher des données, par exemple sur Wikipédia, de parser ces données, de les mettre en forme, de les mettre dans une stack BI, et puis créer un rapport avec ça. Merci Fred Brossard. Mais là, voilà, ça aurait été un petit peu long. Ça aurait été un petit peu long de le faire, donc du coup, on l'a pas mis en place. Mais voilà, c'était un petit peu l'objet de la démo. Là, normalement,
J'ai mes nouveaux fichiers qui sont arrivés. Ah non, il est encore en train de parser. Ouais. C'est un peu long parce qu'il faut se connecter à Internet, revenir. C'est ça qui est un petit peu long. Voilà. Ça passe. Il est en cours de finalisation. Juste autre remarque que j'ai pu relever, c'est que vous voyez le nombre de rows qui défilent. Normalement, parce qu'on est en CTP, des fois ça s'affiche, des fois ça ne s'affiche pas. Mais je pense que c'est juste un petit bug de CTP qui va être corrigé. Là, on a les fichiers qui sont arrivés normalement dans le conteneur. Ouais. Donc là, voilà. Voilà. Là, c'est arrivé. Voilà. Merci, monsieur. Merci à toi aussi. Donc on reprend les autres nouveautés SSIS avant de passer au chapitre SSRS. Donc autre nouveauté intéressante, je trouve, c'est le fait de dorénavant pouvoir avoir l'information sur la ligne en cas d'erreur. Donc pour résumer, qu'est-ce qu'on avait actuellement? On avait en cas d'erreur 2 colonnes qui s'affichaient. Donc l'erreur colonne avec un numéro et l'erreur ID avec un numéro. Ce n'était pas très parlant, c'est du lineage ID, ce qu'on appelle du lineage ID. Ce n'était pas très exploitable, etc. Donc on devait là aussi utiliser d'autres solutions pour récupérer la ligne d'erreur et ce n'était pas tout le temps évident. Là, il y a eu vraiment du travail depuis la CDP 2.3. Pourquoi? Parce que dorénavant, outre la sortie d'erreur qui se voit dotée d'une colonne descriptive de la ligne d'erreur, on a également le data viewer qui se met à travailler pour nous en cas d'erreur. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que dans le data viewer que vous mettez sur la ligne d'erreur, vous allez voir une colonne qui va vous dire type d'erreur et sur quelle colonne l'erreur s'est produite. Là, on parle également d'un événement de journalisation qui s'appelle Diagnostic X. Ce Diagnostic X, quand on l'active au niveau de la journalisation, on va avoir le lineage ID. Lineage ID, c'est le fameux numéro que vous voyez, numéro de colonne. Donc, on pourrait le voir tout à l'heure. Et un composant script qui s'est vu doté d'une méthode getIdentificationString_byLineage qui va nous permettre également de traiter les lignes d'erreur. Donc, on peut dire qu'à l'époque où on n'avait que des identifiants numériques, est bel et bien révolu. Voilà. Mais je les comprenais bien, moi, ces identifiants numériques. Après, il fallait aller sur Internet, essayer de comprendre. Ah. C'est vachement bien quand même. Écoute, si tu comprenais, là, on va parler de logs, c'est ton domaine, vas-y. Ouais, on a deux utilisateurs SSIS maintenant qui sont arrivés. Ouais. Un qui est pour Always On, pour vérifier les clusters de basculement, qui n'est pas utilisé comme utilisateur lambda. Enfin, c'est un rôle qui n'est pas utilisé. Donc SSIS Monitor, ouais. Ouais, qui permet de faire le moniteur. Ouais. Et puis l'autre, qui est le log reader, qui lui est intéressant parce qu'il permet d'aller lire les logs. Permet d'aller lire les logs directement dans SSIS. Et plutôt que d'avoir l'ensemble des droits d'admin, on donne juste le droit pour aller lire les logs. Ça permet de gagner quand même pas mal de temps, surtout l'administrateur. Et puis ça permet à l'administrateur de dire oui, je peux donner les droits, parce qu'avant on ne pouvait pas le faire. D'accord. On a aussi un nouveau mode qui est arrivé. Quand on fait l'export d'un package sur SSIS, qu'on l'importe dans SSIS-DB, avant on avait 4 modes qui existaient. Les 4 modes étaient, soit on n'en avait aucun, soit on le mettait de base, donc on avait les warnings, les choses comme ça qui étaient arrivées, les erreurs, mais c'était peut-être un peu lourd. On avait le mode performance qui, lui, par contre, était un peu trop limité. Ouais. Et puis après, on avait le mode verbeux pour savoir vraiment tout ce qui s'était passé, toutes les erreurs qu'on avait pu avoir sur SSIS quand on le mettait dans le catalogue. Mais il manquait une partie personnalisable qui vient d'arriver maintenant dans le catalogue SSIS quand on va faire l'import, qui est le mode custom sur lequel on va pouvoir sélectionner ce dont on a besoin. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que c'était une demande. Ouais. Et je pense, notamment des administrateurs. Alors, il y avait moyen de contourner avec les events, mais c'était plus lourd à mettre en place parce qu'il fallait y penser en amont. Là, au moins, on le fait directement dans le catalogue. Donc une autre simplification côté administration. Je pense qu'au niveau administration, tu en as encore une, je crois, qui va arriver, non? Ouais, tout à fait. Tu fais bien la transition parce que là, on va parler de déploiement de package. Une fois que notre package est stable, il va falloir le déployer. Donc avant, on pouvait déployer en mode package. Après, on a eu le déploiement en mode projet. Donc typiquement, si j'ai un projet qui est déjà déployé sur SSIS Catalog, je fais une modification sur un package, je devais redéployer le tout. Donc le ispack, je le redéposais et comme ça, on mettait à jour.
Autre solution de contournement, on pouvait passer par TFS pour ne déployer que le package dont on a besoin. Donc là, c'était un petit peu complexe. Donc là, ce qu'on voit depuis la CTP 2.3, c'est qu'on revient, et c'est tant mieux, sur l'ancienne méthode de déploiement. Donc on va avoir package deployment, tel que vous le voyez sur la screenshot, et le fameux project deployment qu'on va garder. Donc ce mode de déploiement incrémental de package, il va être possible toujours via des wizards classiques, des procédures stockées aussi, le deploy package, et une API aussi, le management object model. Donc là, on peut passer à une démo pour montrer, illustrer tout ça. Première nouveauté dont on vous a parlé, c'est, je vais juste arrêter ton package. Tu peux. Merci, merci. Fais comme chez toi. Merci, merci. Donc on va passer sur colon error. Ça s'appelle bien colon error. Donc quel est le principe de ce colon error? J'ai été sur le site d'Open Data Paris, merci à Open Data Paris, qui m'a fourni la liste des cafés parisiens qui sont à 1 €. Donc ça peut intéresser pas mal de monde. Qu'est-ce que j'ai fait? Parce que moi, j'aime pas avoir des fichiers propres. Je l'ai trituré en rajoutant, je vais vous le montrer ici parce que sinon, ça n'aura pas de sens. J'ai pris les arrondissements, qui est un entier forcément, et je me suis dit, tiens, pourquoi pas, je mettrai Paris, rien que pour l'embêter. Donc j'ai mis Paris ici, juste pour voir ce que va me faire SSIS en cas d'erreur. Donc typiquement, on se dit que ça va planter. Et là, on va exécuter. Et ça ne plante pas. Par contre, pourquoi ça ne plante pas? Parce que j'utilise le error output. Là, je vous ai montré le data viewer, ce qu'il peut faire pour nous. Donc je vais agrandir parce que sinon, ça n'a pas de sens. Donc on va avoir notre error code. Si vous parlez le 107.160, tant mieux pour vous. Mais tu vas avoir une description aussi. Toi qui comprends le error colon 16, tu dois savoir que c'est l'arrondissement. On a un type, enfin une description de l'erreur, mais on a surtout la colonne qui apparaît. Donc on sait que c'est dans un arrondissement qu'il y a un souci. Donc je vais lui dire, OK, je sais tout ça, avance. Donc là, on va avoir cette ligne au niveau d'une table d'erreur, et on va avoir les 180 autres qui ont été insérés correctement. Donc quand je vais sur ma table d'erreur, génial la connexion. Donc c'est un top 1000, ça va venir. Hein. J'ai un petit souci de lenteur. On revient, faut que tu es déconnecté là. Je pense que c'est Azure qui me joue des tours un petit peu. Ferme-le juste Azure. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Donc je reviens sur mon SSIS, j'attends un tout petit peu. Voilà. Donc là, il me sort, donc c'est grâce à la sortie d'erreur, on va avoir la ligne qui a planté tout à l'heure. Donc c'est bien la ligne que je vous ai montrée avec Paris. Donc là, deux moyens d'avoir l'erreur. Si vous êtes en mode design, vous avez le data viewer, ça suffit. Vous avez aussi la description d'erreur. Si vous laissez planter le package, vous allez dans la description, vous aurez le détail. Et sinon, vous avez la sortie d'erreur si vous êtes en mode exécution. Ouais. Là, vous allez avoir carrément la ligne qui ne va pas. Je vous ai parlé également de... ça, je peux l'éteindre. Ça, tu peux le fermer. Ouais. Je vous ai parlé également de logging. Donc là, quand vous allez sur SSIS, logging, j'avais déjà un truc de près, bien sûr. Remarquez cette ligne qui s'affiche en bas. Donc, moi, j'avais du XML ici. Tac. Donc, si je passe sur mon fichier XML, qui est là, on va l'ouvrir avec Monsieur Internet Explorer. Là, vous allez avoir l'arrondissement. Quand vous allez faire un CTRL F, vous allez avoir que le lineage ID, c'est bien le 16 qui correspond à arrondissement. Comment? Ouais. Et donc, là, c'est un autre niveau d'information qu'on apporte ici pour la gestion d'erreurs. Une fois que notre package est stable, on va pouvoir lancer le déploiement sur le SSIS Catalog. Donc j'ai un wizard, là que vous avez par défaut, j'ai juste mis ici. Donc quand on fait Next, on va avoir deux possibilités, Project Deployment ou Package Deployment. Project Deployment, vous connaissez déjà. Package Deployment, il suffit de faire Browse, d'aller sur la solution. Comment? Voilà, il faut aller au niveau le plus fin du projet, faire OK. Il va charger automatiquement l'ensemble des packages qu'on a.
par exemple, si on va garder que colonne error qu'on vient de montrer, il faut faire refresh, sinon vous n'aurez pas le next. Refresh, pourquoi? Parce qu'il est en train de préparer les packages. Une fois qu'il est ready sur le package que j'ai coché, on va pouvoir déployer sur le SSIS catalogue. Tac, je vais choisir mon projet. C'est bon, ok, je déploie et ça passe. Donc là, c'est un autre mode de déploiement qui est bien intéressant. Et après, si on va contrôler sur le serveur, on va voir qu'il est bien déployé. Ouais, ça, ils me font confiance, j'espère. Donc voilà, tac, tac. Mais j'avais pas que ça, hein, j'avais d'autres paquets. Donc si vous voyez d'autres paquets, ça ne veut pas dire que je vous ai arnaqué, voilà. Mais il est bien là. Voilà. Donc voilà, on peut passer. Quand tu cliques droit sur le JSS là, 2015, sur ton package, tu avais. Ah oui, tu veux montrer la nouveauté, tu vois. Le log, c'est ici. Voilà, SSISDB Customized Logging Level que vous a présenté Julien. On n'aura pas le temps de la présenter pour cette démo. Non. Donc là, il faudrait passer. Timing, on a un peu serré ce que j'étais en train de dire. Yes. Donc on va passer aux nouveautés SSRS. Donc deux nouveaux composants graphiques, c'est le TreeMap Chart et le Sunburst Chart. C'est deux composants graphiques qui sont dédiés à tout ce qui est hiérarchie de données. Actuellement, on n'a pas vraiment de graphiques qui sont dédiés à cette hiérarchie de données. Là, le problème est résolu. Comment se lient les deux graphiques? À gauche, le TreeMap Chart se lit de gauche à droite et de haut en bas. Donc plus on est haut à gauche, plus la valeur est importante. Et pour la valeur de droite, le Sunburst Chart, c'est comme un jeu de fléchettes. Plus on s'éloigne du centre et plus c'est petit. Donc ça, c'est les deux principes d'exécution, de fonctionnement plutôt des composants graphiques. Autre nouveauté qui peut être intéressante pour certaines personnes, c'est qui a été présentée ce matin par Charles-Henri, qui est justement ça. Donc justement, c'est le fait de pouvoir disposer librement de son paramètre. On peut le disposer là où on veut, on peut rajouter, comme vous voyez ici, autant de lignes et de colonnes que l'on souhaite. C'est vraiment libre, on peut ajouter, supprimer, regarder la liste déroulante. C'est vraiment riche et c'est totalement personnalisable. Nouveauté qui a été annoncée au Pass Summit, ils ont dit que le mode intégré SharePoint ne supportera pas ce paramètre. Ce paramètre, enfin, c'est la possibilité de déplacer les paramètres. Donc ça, c'est à vérifier. Autre nouveauté, somme toute intéressante, c'est la possibilité d'exporter vos rapports au format PowerPoint. Idéal si vous avez une présentation à faire. Avant, c'était peut-être une image, une capture d'écran. Maintenant, on va carrément exporter le tout sur PowerPoint. Je crois que c'était demandé, ça aussi. C'était demandé. Personnellement, moi, j'utilise. Donc, c'est une bonne nouveauté. Ça peut être très intéressant. Donc, ce mode est disponible également pour les abonnements et il est disponible pour les applications qui lancent les rapports. Donc, comme vous voyez là, l'URL en bas, remarquez le format PPTX qui se rajoute à l'URL classique. Donc, c'est pleinement supporté et c'est vraiment une nouveauté qui peut être intéressante pour pas mal de personnes. Passons à la démo. Donc SSRS, on en a fini avec SSIS, on passe sur SSRS. Je vous ai préparé bien évidemment un rapport, parce qu'on n'aura pas le temps de préparer un rapport from scratch. Donc quel est l'intérêt de ce rapport? C'est de présenter les deux composants graphiques, TreeMap et Sunburst Chart. De présenter également le panel de paramètres qui s'affiche automatiquement lorsqu'on crée un nouveau rapport. Là, j'ai un paramètre de type year. Je vais dire, supprime-moi ça. C'est à moi de le rajouter. Donc là, je peux par exemple rajouter une colonne sur la droite. Je vais venir ici, je vais lui dire, rajoute-moi un paramètre, un year. Il faut qu'il accepte multiple value. J'ai un dataset qui est tout prêt, donc je vais l'utiliser. Donc DS year et year. Autre information intéressante, c'est qu'on peut maintenant glisser-déposer. Donc on a vraiment la possibilité. Comment? Tu peux vraiment le déplacer à voilà. ton libre choix. Sunburst Chart et TreeMap Chart. Je vais juste utiliser la hiérarchie que j'ai créée. Donc c'est une hiérarchie qui se compose, niveau le plus haut, c'est continent, après catégorie de produits, sous-catégorie de produits. Idem pour le Sunburst Chart. C'est exactement la même hiérarchie que j'ai utilisée. Un tout petit point, un tout petit détail, c'est que pour afficher vos labels, déjà ça dépend de la police de caractères que vous utilisez. Plus vous réduisez et plus vous aurez d'éléments qui s'affichent. Mais surtout pour le Sunburst Chart, il faut venir ici, aller dans les labels. Tac, aller dans label. Il faut mettre la valeur visible à true, parce qu'elle n'est pas à true par défaut. Par défaut.
Et celui-là, il faut le mettre à false. Donc, on fait un preview rapide. Remarquez comme sont disposés mes paramètres. Bien évidemment, je vais tout sélectionner. Tac. Et je vais afficher mon rapport. Je ne vais pas vous le présenter sur cet écran-là, mais je vais utiliser le nouveau format d'export PowerPoint. Donc, j'exporte mon rapport en PowerPoint. J'écrase celui que j'avais. Et je peux vous montrer. Voilà. Donc là, j'ai mon rapport que j'ai créé. Il est sur 2 slides. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, celui-là, il se lie du centre vers l'extrémité. Donc on a cell phones, c'est plus important que home appliance, etc. Et pour celui-là, c'est du haut gauche vers le bas droit. Donc North America, vous voyez les ventes. En Europe, on a eu moins de ventes. Et comment se présente la hiérarchie? Donc Europe, c'est le niveau le plus haut. Après, vous avez la catégorie. Et la sous-catégorie, c'est les petits embranchements que vous avez ici. Donc il se lie de manière diagonale. C'est assez clair si on maîtrise un petit peu les hiérarchies qu'on a. Je crois que c'est une nouveauté aussi qui existe dans Power BI, ces types de graphiques. D'accord. Donc, Report Builder. Il y a des nouveautés. Oui, Report Builder a complètement changé, notamment au niveau de l'interface graphique. Maintenant, il vient se plugger sur les interfaces Office. Avant, c'était ça. Maintenant, c'est ça. C'est une révolution. Par contre, il faut dire que non, il y a quand même quelque chose qui est bien, c'est que l'ensemble des évolutions qu'on a vues là sur SSRS sont reportées dans Report Builder. C'est-à-dire qu'on peut faire l'export sur PowerPoint, on peut avoir normalement les graphiques que tu nous as montrés. Voilà, on a quelques évolutions qui existent quand même. Donc, concernant l'impression aussi, parce que je sais que pas mal de clients avaient des problèmes au niveau de l'impression. Oui, on a un nouveau moteur d'impression qui est compatible HTML5. On peut désactiver l'impression hyper rapidement, on le fera tout à l'heure en démo, à partir du serveur de rapport. Et on a un nouveau moteur qui permet de générer des PDF qui vient d'arriver. Et ça, c'est vraiment important. ActiveX aussi n'est plus utilisé sur la nouvelle version. Et on est en mode compatible HTML5. Hein. Tout à fait. On est en mode compatible HTML5. Qui veut dire que support tablette, etc. Voilà. C'est l'objectif. C'est vraiment l'objectif de cette nouvelle version SSRS. Donc, on peut désactiver l'impression. Donc, typiquement, si par des mesures de sécurité, etc., on ne veut pas que l'utilisateur imprime les rapports, on verra après pour les questions. On verra après pour les questions. On a la possibilité de désactiver le bouton ou de le réactiver. Oui. Je le montrerai tout à l'heure pendant la démo. Parfait. Donc, vas-y. On a aussi une amélioration des abonnements. Il est possible d'activer et de désactiver rapidement un abonnement. Avant, il fallait rentrer dans l'abonnement, aller dans l'abonnement, etc. Maintenant, on a un bouton qui apparaît, qui permet de faire cette gestion-là. C'est très rapide, c'est intuitif, il apparaît tout de suite. On voit aussi qu'on a une description aussi du rapport, ce qui est important. Parce que des fois, on voyait des rapports, il fallait aller les parcourir pour savoir à quel rapport correspondait quoi. Maintenant, on peut rajouter une petite description. Bon, c'est un petit plus, hein, mais ça a son importance. On peut aussi changer le propriétaire de l'abonnement. Ça arrivait combien de fois qu'une personne partait, il était propriétaire de l'abonnement, et puis derrière, c'était le caca, entre guillemets, pour pouvoir le changer. Là, plus besoin, on peut le changer directement depuis les paramètres. Et on peut avoir aussi un système d'identification partagé pour partager les rapports sur un répertoire commun. Plutôt que d'utiliser un utilisateur standard, là on peut avoir un utilisateur partagé qui existe et ça va permettre de faciliter le partage des rapports. Voilà. On a une autre nouveauté qui est très intéressante, très intéressante, c'est le rapport hybride SSRS où on va pouvoir mettre sur Power BI une partie de rapport, un pin de rapport, ce qu'on va aussi vous présenter là tout à l'heure en démo. Pour ça, il faut pouvoir se connecter à Azure, enfin sur le portail Power BI, avoir un compte et s'enregistrer. Et derrière, en plus, il faut que les pop-ups puissent être activés pour pouvoir engager ça. Et il faut que l'agent SQL Server soit actif sur l'instance sur lequel est SSRS. Donc, il s'agit ici de déployer un composant de rapport sur Power BI. Un composant de rapport, voilà. C'est un rapport hybride, ce qu'on appelle hybride. Parfait. On peut passer à la démo, je pense. Ouais. On va activer un tout petit peu. Tac, je te laisse la main. Hop. Donc là, pour la démo, j'ai créé un rapport. Ce rapport, on va le publier sur Power BI. Donc là,
je vais faire un pin. Quand je fais un pin, je choisis la partie que je veux mettre à jour. Je me suis au préalable enregistré sur mon compte Power BI. Tu peux montrer Power BI juste rapidement avant de… Tu veux que je le montre juste avant? Juste pour voir. Voilà. Donc là, on n'a pas encore le composant qu'il veut déployer. Voilà. C'est là où je vais pouvoir déposer mon rapport Power BI. Ouais. Et là, je vais me remettre sur le rapport. Je vais cliquer sur le composant que je veux ramener. Derrière, je choisis la fréquence à laquelle je veux le ramener. Le rafraîchissement des données. Qu'est-ce qu'il va faire le moteur? Il va créer une tâche dans l'agent SQL pour pouvoir rapporter la partie de rapport dont on a besoin. Donc il va créer un job par rapport au déploiement que tu viens de faire. On va aller le voir juste après. Et là, on le met à jour sur Power BI. Là, voilà, mon rapport il est disponible et il va se rafraîchir automatiquement une fois par semaine. D'accord. C'est soit on peut le faire par heure, soit par semaine, soit par… on avait 3 choix. Ouais. Donc, derrière, qu'est-ce qu'il a fait en fait? Quand on va sur le moteur, là on va dans l'agent, on va regarder les jobs. Là, j'avais pas de job là. Là, il m'a créé un job. On va voir. Il a un très beau nom, hein, comme vous pouvez le voir. Très, très sympathique. On reconnaît tout de suite que c'est ce job. Derrière, si on va regarder un petit peu qu'est-ce qu'il fait, en fait, ce job, voilà, il a ajouté un événement avec une condition de temps pour aller rafraîchir le rapport. Voilà. Donc là, en gros, si je supprime le composant que tu viens de déployer sur Power BI, normalement, il est censé arrêter le job. Il est censé. Vas-y, montre-nous ça. Il ne le fait pas. Voilà, là je vais le supprimer sur Power BI. Normalement, il est censé l'enlever. Oui. Là, je vais sur le rapport, sur mon agent. Job. Je regarde les jobs. Il est toujours encore là. D'accord. Donc, l'inconvénient de ça, c'est qu'il faut faire très attention, point de vue administration, pour être sûr que les rapports n'existent plus. Je pense que ça va être corrigé parce qu'on est en CTP, donc il faut être un tout petit peu indulgent. Mais c'est vrai que c'est un point qui est intéressant de relever. Je pense que ça va être corrigé. Voilà. Et l'autre point que je voulais montrer, il est possible de désactiver l'impression. Pour désactiver l'impression, c'est très simple. On va se connecter sur Reporting Services. Hop. Ouais, c'est bon, je l'ai là. Hop. On se connecte. Voilà. Là, ici, je vais dans les propriétés. Je vais dans les données avancées. Et là, j'ai une nouvelle option qui existe, qui est celle-ci, que je mets à faux. Ici, quand j'étais sur mon serveur de rapport, j'avais mon petit logo d'impression. Là, si je retourne sur le rapport, on s'aperçoit que le logo n'existe plus. D'accord. Si je le réactive, il va revenir. Ça permet de désactiver au besoin rapidement l'impression des documents et ça évite que certains utilisateurs partent avec des données confidentielles de l'entreprise. Nickel. Il n'y avait pas un petit truc sur le settings par rapport à Power BI par exemple? Oui, aussi pour Power BI, il y a un petit truc qu'il faut savoir, c'est que voilà, comme il a été montré ce matin, il faut s'enregistrer ici. Mais en plus de ça, il faut redémarrer le service une fois que l'enregistrement a été fait. Pour voir l'icône. Pour avoir l'icône Power BI. Et surtout, en plus de cette icône, ce qui est important, c'est ici, cette option-là qui arrive, My Setting. Une fois que celle-là est arrivée, on s'est vraiment enregistré. Là, on pourra avoir accès à l'export vers Power BI Très bien. des parties. Nickel. Voilà. OK, on repasse sur les slides alors. Donc les 5 dernières minutes vont être consacrées à un petit… non, on revient sur… Oui, j'arrive. Voilà, merci monsieur. Donc pour faire une synthèse… Petite synthèse, une petite synthèse plus la nouveauté CTP 3.1 dont on vous a parlé. Donc SSIS 2016, qu'il faut retenir, un flux de contrôle réutilisable. Personnellement, j'ai bien aimé cette nouveauté. Support d'Excel 2013, un composant stable. Nouveau connecteur Big Data que vous a présenté monsieur Julien Pierre. Important, je pense. Comment ? Qui sont importants, je pense, comme Excel. Tout à fait. Gestion optimisée des lignes d'erreur, donc Data Viewer, sortie d'erreur, pas mal de possibilités de traiter la ligne d'erreur. Et les nouveaux types de logs personnalisés. On a vu aussi quelque chose sur SSRS. L'arrivée de 2 nouveaux composants graphiques que tu nous as présentés. Le Sunburst Chart, ouais. Voilà, tout à fait. La possibilité d'export vers PowerPoint, ça c'était attendu et c'était voulu. Nouveau système d'impression qui est en train de changer complètement derrière et qui est beaucoup plus adaptable par rapport aux clients. Et une meilleure gestion des abonnements. Aujourd'hui, ça fait un petit plus
surtout pour l'administration des abonnements. Et la possibilité d'épingler sur Power BI un item de report, ça c'est aussi une nouveauté c'est une nouveauté très intéressante qui permet d'avoir un rapport hybride. Donc on vient d'avoir la news ce matin, CTP 3.1 qui est disponible en téléchargement. Nouveauté SSIS et SSRS, il y en a 2. Donc on a les vues du catalogue SSIS qui sont plus rapides si la personne n'utilise pas le rôle SSIS admin et un support du mode de SharePoint lorsqu'on installe SSRS. Tout ça, ça a été annoncé, on ne l'a pas encore testé, mais voilà, c'est les choses qui bougent sur la stack BI et c'est tant mieux pour nous. Voilà, donc qu'est-ce qui nous attend dans la suite? Donc, vous connaissez un petit peu DataZend? Quelqu'un en a entendu parler un petit peu dans le public, voilà. DataZend a été racheté par Microsoft et il a été présenté au PASS Summit que DataZend allait apparaître un petit peu dans Reporting Services. On commence déjà à le voir sur l'interface. On a pu le voir sur l'interface et on attend que ça arrive. Elle n'était pas malheureusement dans la CTP 3.0, mais franchement, quand on voit un report manager qui se transforme comme ça, on se dit que le reporting a de beaux jours devant lui pour la partie MS, et donc c'est une affaire à suivre. Pour aller plus loin, vous allez retrouver les différents liens qu'on a utilisés et on a puisé pour pouvoir faire cette démo et cette présentation. Cette session, Et voilà. Et l'installation du Azure Feature Pack. Exactement. Qui a tous les composants qui permettent de se connecter à Azure. On termine 2 minutes juste avant le gong, donc merci mon petit Julien. Merci à toi. Pour ton aide sur cette session. J'ai vraiment beaucoup apprécié. Et là, on peut passer aux questions. N'hésitez pas. Oui. 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 Alors là, on parle de support HTML5 lors de l'export des rapports. Pour être honnête, on ne l'a pas testé sur un support mobile. On ne l'a pas testé sur un support mobile. Voilà. C'est ce qui nous a été vendu. Ouais, non, mais on n'a pas regardé. Non, on n'a pas eu. Honnêtement, très honnêtement, on n'a pas regardé. On n'a pas regardé. Voilà. Autre question? Autre question? Est-ce que c'était clair? Il ne me reste plus qu'à vous remercier. Merci beaucoup pour votre présence. Merci. Si ça vous a plu… Ah, j'ai complètement oublié, c'est super important, avant que tout le monde parte. On a une invitation à faire, à présenter, à offrir aux plus intéressés, eux et eux accent aigu, eux, pour la soirée Explore qui va se passer ce soir. Je te propose de poser une question. Vas-y, si tu as une question de prête, vas-y. T'as pas de question? Non, vas-y. Alors, comment s'appelle… citez-moi un seul composant graphique SSRS. Je vois rien, moi. Des nouveaux composants graphiques. Il y en a 2. Même un seul. Ça va être simple. Comment? Qui a parlé de ça? Toi? Pascal? Vas-y, on t'offre le… Merci pour ta réponse. Malheureusement, c'est pas truqué, personne ne participe. Merci beaucoup. N'hésitez pas à évaluer la session sur le site. Si ça vous a plu, vous pouvez noter. Si ça ne vous a pas plu, il faut aussi nous dire qu'est-ce qui n'a pas été. Ou alors supposer qu'il n'y a pas de réseau, donc on ne peut pas se connecter. Comment? Ouais. Je ne sais pas s'il voit. Merci beaucoup. Merci.